où il va devoir rester et se battre, ou partir d'ici. Personne n'aurait deviné que Joni Mitchell, une femme que le monde adore comme une icône musicale, a un jour porté un passé enterré en silence pendant 41 ans. Tout a commencé en 1954, quand elle n'était qu'une petite fille. Avec son talent naturel, Mitchell est devenue un nom qui a défini l'esprit des années 1970. Cependant, ses chansons mélancoliques et profondément personnelles reflétaient une vie qui était tout sauf paisible. Depuis être privée de son droit à la maternité jusqu'à supporter des relations rompues avec d'autres légendes de la musique. La vérité est beaucoup plus complexe que quiconque ne l'aurait imaginé. Continuez à regarder pour découvrir ce qui a ébranlé tout le monde du divertissement. Cela ne semble-t-il pas toujours ainsi? Vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'à ce que cela parte. Joni Mitchell est née sous le nom de Roberta Joan Anderson, le 7 novembre 1943 à Fort Loud, Alberta. Elle était la seule fille de Myrtle Margarit, une enseignante écossaise-irlandaise, et de William Andrew Anderson, un lieutenant canadien-norvégien dans la Force aérienne royale du Canada qui formait des pilotes à la base Fort Loud. Dès son jeune âge, Joni a grandi entourée du bruit des moteurs d'avion, les chansons folkloriques de sa mère et la légère odeur de kérosène qui collait à l'uniforme de son père. Puis, un matin, le destin a frappé sans avertir. Elle s'est réveillée avec une douleur atroce. Ses jambes ne lui obéissaient plus. Elle avait contracté la polio et les conséquences furent dévastatrices. La petite fille a été transférée de la petite ville d'Alberta à une clinique en ville. Dans cette chambre d'hôpital exiguë, Joni a entendu les gémissements doux d'autres enfants dont certains ne reviendraient jamais. C'est là, sur le fragile bord entre la vie et la mort, que Joni, à 9 ans, a fait un vœu silencieux de survivre. Elle a enduré des séances agonisantes de physiothérapie, se forçant à se tenir debout, puis à marcher. Chaque petit pas était comme une mélodie inachevée. Quand elle a enfin fait ses premiers pas à nouveau, tout l'hôpital a éclaté en applaudissements. Joni a alors compris que si elle pouvait conquérir cette maladie, rien ne pourrait la briser. Mais à mesure qu'elle grandissait, le feu en elle a trouvé un nouveau chemin pour brûler. Au lycée, Joni se souciait peu des manuels scolaires. Elle voulait vivre, pas seulement apprendre. Elle fumait, errait dans les rues avec des amis rebelles et était attirée par des nuits pleines de musique et de rêves artistiques encore en formation. Bien qu'elle ait failli ne pas obtenir son diplôme, elle a été acceptée dans une école d'art où Joni croyait qu'elle trouverait la liberté. Cependant, après seulement 1 an, elle est partie, non par échec, mais parce que le monde qu'elle cherchait ne pouvait pas tenir dans ses murs. Pendant ces années sauvages et agitées, un nouveau chapitre a commencé lorsque Brad McMath, un jeune homme blond et audacieux, est entré dans sa vie. Leur connexion ne naquit pas d'un amour profond, mais de curiosité et de l'impulsion juvénile de poursuivre ce qui était interdit. Et quand l'excitation s'est dissipée, Joni a découvert qu'elle était enceinte. Cette fois, ce n'était pas une maladie physique comme la polio. C'était une tempête émotionnelle qui changerait le cours de sa vie pour toujours. Musique 00. A-N, N-A-N, N-A-N. À 20 ans, Joni Mitchell a quitté Saskatoon avec rien d'autre qu'une vieille valise et quelques chansons inachevées. Pour tout le monde, elle a dit qu'elle poursuivait la musique, mais la vérité était beaucoup plus douloureuse. Elle fuyait la maison, les regards désapprobateurs de ses parents, pour cacher son ventre qui s'arrondissait. Dans le Canada conservateur des années 1960, être enceinte hors mariage était une tâche impardonnable. À Toronto, où elle espérait trouver la liberté, elle a trouvé à la place la solitude. Lors des nuits glaciales d'hiver, elle chantait dans des bars enfumés, gagnant quelques sous et des sourires de pitié de la part d'inconnus. Son petit ami Brad, celui qui avait fui avec elle, s'est enfui à l'étranger lorsque les choses sont devenues difficiles, la laissant seule. Quand le moment de donner naissance est arrivé, Joni a tenu sa fille, Kelly Dell Anderson, dans une petite chambre sordide. La joie n'a duré qu'un instant. Joni savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de l'élever. Elle a signé les papiers d'adoption, avec des mains tremblantes, sentant comme si son cœur était en train d'être déchiré. Pour quelqu'un qui avait déjà vécu la polio et l'isolement hospitalier, cette décision semblait comme une condamnation à une douleur éternelle. Pourtant, Joni s'est accrochée à l'espoir. Elle croyait que si elle devenait célèbre, un jour, elle pourrait ramener sa fille à la maison. Cette chance semblait se présenter lorsque Chuck Mitchell, un chanteur folk américain sophistiqué, est entré dans sa vie. Il parlait de scène,
de Detroit, d'une nouvelle vie où elle pourrait se produire, gagner de l'argent et enfin retrouver sa fille. Pour Joanie, Chuck n'était pas seulement un homme, il était son seul billet de retour vers Kelly. Ils se sont mariés à la hâte. Sur les scènes de Détroit, leurs voix se mêlaient magnifiquement, comme si le destin les avait réunis. Mais derrière les lumières, leur mariage s'est vite effondré. Joanie, jeune et créativement féroce, rêvait de liberté à travers la musique. Chuck, plus âgé et plus traditionnel, voulait qu'elle reste dans les limites. Il ne pouvait pas comprendre la tempête en elle, ni supporter le fait que sa femme brillait plus que lui. Un jour, Joanie lui a apporté une nouvelle chanson, Both Sides Now, écrite au milieu de sa turbulence émotionnelle. Au lieu d'encouragement, il a ri et l'a traitée de naïve et de bête. Elle n'a rien dit. Ce silence deviendrait un jour immortel. Lorsque Rolling Stone a nommé Both Sides Now comme l'une des plus grandes chansons de tous les temps, elle a supporté et a continué. Cependant, en elle demeurait un vide appelé Kelly. Un jour, Joanie et Chuck ont visité la maison du couple qui avait adopté sa fille. Tenant la petite fille dans ses bras et voyant ses yeux qui ressemblaient si étrangement aux siens, le cœur de Joanie s'est de nouveau brisé. Mais au lieu de se battre pour récupérer sa fille, Joanie a fait l'impensable. Elle a signé les papiers officiels pour renoncer à ses droits parentaux. La ligne froide dans le document disait simplement « La mère a quitté le Canada pour les États-Unis pour poursuivre une carrière de chanteuse folk. » À partir de ce jour, Joanie Mitchell n'était plus la fille de la prairie qu'elle avait un jour été. Elle est devenue une femme qui chantait pour oublier, pour confesser et pour survivre. Dans chaque chanson, The Little Green River résonnait le désir d'une mère qui manquait sa fille, mais ne pouvait jamais le dire à voix haute. Le public n'entendait que les mélodies. Joanie entendait le son de son propre cœur brisé. 2 ans plus tard, elle a quitté Chuck, l'homme qui avait réalisé qu'il avait seulement exploité son talent et sa vulnérabilité. Elle a gardé le nom de famille Mitchell, comme on garde une cicatrice, un rappel que personne ne contrôlerait sa vie à nouveau. Des cendres de son mariage brisé et des pertes non dites, Joanie Mitchell est renaître. Elle a écrit, chanté, peint et aimé avec ce qui restait de son âme. Alors que le monde voyait une artiste talentueuse avec une voix cristalline, peu saverne que chaque chanson était un fragment de douleur enveloppé dans un sourire doux et un regard lointain. Dans une interview des années plus tard, Joanie a déclaré « J'ai appris que la douleur peut devenir de l'art si vous avez le courage de ne pas fuir. » À la fin des années 1960, le monde était en train de changer et Joanie a embrassé ce changement de tout son cœur. Elle a eu un éveil. J'ai réalisé avec une émotion électrisante et une touche de peur que ma vie ne suivrait pas le chemin traditionnel de ma mère ou de ma grand-mère. Musique. En 1967, Joanie Mitchell a rencontré Leonard Cohen, un homme aux yeux tristes et à la voix qui sonnait comme une confession. Ils ont été attirés l'un vers l'autre comme 2 âmes partageant la même solitude ancienne. Elle était une peintre qui chantait sur des rêves brisés. Il était un poète qui écrivait sur l'amour et la culpabilité. La mère de Léonard l'a un jour averti « Prépare-toi à saigner ». Et en effet, leur amour fut bref. Une belle blessure où le sang et la musique s'entrelaçaient. Après la séparation, il n'y eut ni haine ni désir désespéré. Ils ont gardé un respect mutuel comme 2 personnes qui avaient un jour entrevu les âmes l'une de l'autre, même si ce n'était que pour un moment. Après Léonard, Joanie n'était plus la fille timide amoureuse. Elle s'est plongée tête première dans sa prochaine aventure, cette fois avec David Crosby, un homme plein de rire, d'arrogance et d'énergie sauvage. Ils se sont rencontrés en Floride, où le soleil et la brise marine faisaient tout sembler sans effort. Mais lorsque l'amour a quitté la lumière du soleil et est revenu dans les rues froides de New York, Joanie a réalisé que David n'était pas aussi éblouissant qu'il le semblait. Il est devenu maladroit, monotone et pire encore, infidèle. David a trahi, retournant vers son ex-amante comme si de rien n'était. Mais au lieu de crier ou de supplier, Joanie a choisi la seule arme qu'elle maîtrisait vraiment, la musique. Lors d'une fête, entourée d'amis et de l'homme qui l'avait trahi, elle s'est assise avec sa guitare et a commencé à chanter la chanson sur le chemin. La salle est tombée dans le silence. Tout le monde a pensé que c'était une nouvelle chanson jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'était un adieu tissé en mélodie. Elle chantait comme si elle tirait des morceaux de son cœur hors de sa poitrine. Et quand la chanson s'est terminée, elle l'a chantée à nouveau juste pour être sûre qu'il l'entendait. Cependant, Joanie n'a pas obtenu la réaction qu'elle espérait. Au lieu de honte ou de colère, David a ri, disant que sa performance de séparation était drôle. Mais Joanie ne s'en souciait pas.
Un petit embarras n'était rien comparé à la douleur de la trahison. Musique 00 AN NAN. En 1968, Joni Mitchell a sorti son album de debut Song to a Seagull, une introduction douce mais puissante au monde de la musique. Il n'y avait pas de spectacle ni de tour. Joni a choisi de raconter son histoire à travers la mélodie et l'émotion. Elle chantait comme si elle était en conversation avec elle-même, comme si chaque chanson était une petite blessure cousue par la musique. Ce moment a marqué le début d'une carrière innovante. Depuis lors, elle a sorti 19 albums, vendu près de 10 millions de disques et remporté 11 Grammy Awards, des chiffres qui n'ont à peine effleuré la surface de ce que les critiques appellent l'art de la vérité. La presse l'a acclamée comme une icône. Les fans la voyaient comme une âme sœur, quelqu'un de suffisamment courageux pour exprimer sa douleur. Joni Mitchell n'a jamais écrit pour plaire à qui que ce soit. Elle écrivait quand son cœur refusait de se taire. Elle écrivait quand la tristesse exigeait de devenir mélodie. Dans ses chansons, il y avait toujours une honnêteté brute rarement trouvée dans la musique. C'est pourquoi la légende de la country Chris Christopherson lui a un jour dit « Joni, garde quelque chose pour toi ». Mais elle ne pouvait pas. Pour Joni, la musique n'était pas un masque, c'était une survie. Chaque fois qu'elle partageait un autre morceau de son cœur, les auditeurs trouvaient des fragments d'eux-mêmes dans ses mots, ceux qui ont aimé, perdu et essayé de recommencer. Puis le destin l'a amenée à Graham Nash, un membre de Crosby, Stills & Nash en 1969. Ils se sont rencontrés non pas par des mots, mais par la musique. Deux âmes sœurs, deux guitares vibrant en harmonie. Graham était chaleureux, gentil et surtout sincère dans son amour pour elle. Quand il a proposé, Joni a dit oui. Tout le monde croyait qu'elle avait enfin trouvé une encre pour son cœur errant, mais Joni Mitchell, comme ses chansons, n'a jamais été simple. Bientôt, la peur s'est installée, pas la peur de Graham, mais d'elle-même. À l'intérieur d'elle, il y avait un héritage troublant, une malédiction familiale. Sa mère avait admis un jour qu'elle n'avait jamais été heureuse en tant qu'épouse ou mère. Ses deux grands-mères avaient partagé le même destin, renonçant à leurs rêves artistiques pour le mariage et vivant des vies de regrets. Joni a vu cela comme un miroir reflétant son avenir, et elle a juré qu'elle ne répéterait pas cette tragédie, même si cela signifiait sacrifier l'amour. La façon dont Joni a mis fin aux choses avec Graham était à la fois déchirante et admirable. Pas de dispute, pas de larmes, juste un télégramme disant « Si vous tenez du sable trop fort dans votre main, il glissera entre vos doigts. Amour, Joni. » Ce n'était pas seulement un adieu, c'était sa philosophie de vie. Tenez moins pour vivre plus librement. Cependant, son affection n'a jamais vraiment disparu. Quand ils se sont rencontrés à nouveau, ses yeux portaient encore quelque chose d'inachevé. Joni a toujours essayé de rester amie avec ses anciens amours, mais cela signifiait souvent rouvrir des blessures à moitié cicatrisées. Une fois, elle a accepté une invitation à naviguer avec des amis au Panama, pensant que ce serait une brève évasion après des semaines d'épuisement. Mais en mettant le pied sur le pont, elle a été stupéfaite de trouver Graham là. Pendant un moment, entourée par l'immense mer bleue, Joni a souri. Riley comme si le destin se moquait d'elle. Un bateau plein de matériel pour des chansons, a-t-elle dit. Et en effet, de cette désillusion est de né son chef-d'œuvre, Blue. Sorti en 1971, Blue était plus qu'une collection de cœurs brisés. De Kelly à Graham, il est devenu l'un des plus grands albums de l'histoire de la musique. Pour la plupart des artistes, créer Blue aurait pu être une forme de guérison, mais pour Joni, cela n'a fait qu'approfondir la tristesse. Et cela a conduit à la prochaine question, ou plutôt à la prochaine personne, qui changerait sa vie? Musique. En 1973, Joni Mitchell est entrée dans une tempête de désillusions consécutives. Cela a commencé avec James Taylor, le chanteur à la voix douce et aux yeux pleins d'âme, dont l'extérieur gentil cachait un monde de vices et de turbulences. Joni l'aimait comme si elle pouvait sauver une âme en chute libre, mais plus elle essayait de tenir, plus elle était entraînée dans l'obscurité avec lui. La rupture n'a pas seulement brisé son cœur, mais lui a appris une douloureuse vérité. Parfois, l'amour ne peut pas sauver quelqu'un qui est déterminé à se détruire. Alors qu'elle essayait de guérir, Joni a rencontré Jackson Browne, un autre musicien plein de passion, mais aussi d'une dangereuse auto-dévaluation. Au début, elle croyait que Jackson pourrait être son port sûr, quelqu'un qui la comprenait à travers la musique, mais elle a vite réalisé qu'il ne l'aimait pas. Il aimait le reflet de lui-même qu'il voyait dans ses yeux. Quand Jackson est parti, il a laissé derrière lui des rumeurs cruelles, des histoires de tabloïds affirmant que Joni était en chute libre,
insinuant même qu'elle avait tenté de se suicider. Joanie a répondu avec son humour sec caractéristique. « Je ne sais pas d'où il déterne ces ordures. Je peux être folle, mais pas de ce genre de folie. » Forte comme elle l'était, Joanie ne pouvait pas échapper à l'orbite d'hommes puissants attirés par elle. Warren Beatty et Jack Nicholson, deux des figures les plus magnétiques d'Hollywood, l'ont poursuivie sans relâche. Jack a respecté ses limites quand elle l'a rejeté, mais Warren non. Pour lui, le rejet était un défi, un jeu de pouvoir. Dans un monde où la célébrité et le désir se confondent, Joanie est devenue la femme qui ne pouvait pas être conquise, un titre qui était à la fois une couronne et une malédiction. Mais Joanie ne jouait pas la dure, elle essayait simplement de se protéger d'un chaos supplémentaire. Malheureusement, le chaos la trouvait toujours. Cette fois, il est venu sous la forme d'un batteur charmant nommé John, qui a rapidement conquis son cœur. Son amour et son travail sont devenus dangereusement entrelacés. Ils ont collaboré en musique, ont tourné ensemble et ont vite appris la dure vérité du dicton. Ne mélangez jamais affaires et plaisirs. Et en effet, c'était le début de la fin. John est devenu intensément jaloux, surtout des anciens amants de Joanie. Une nuit, alors que Joanie parlait avec une ancienne passion, John a éclaté, convaincu de l'avoir surprise en train de tromper. Dans un accès de colère, il a cherché à se venger. Et rien n'est plus destructeur qu'un homme jaloux et blessé. John a vite trouvé quelqu'un de nouveau et a exhibé la relation devant Joanie, même pendant leurs tournées ensemble. Forcée de se produire à leur côté, Joanie s'est complètement effondrée, a annulé la tournée et a pris du temps pour se rétablir. Mais comme toujours, elle a transformé la douleur en mélodie. De la désillusion, elle a créé de la musique, la seule façon qu'elle savait vraiment de comprendre et de survivre à sa propre souffrance. Musique. En entrant dans les années 1970, Joanie a continué à tomber dans des relations toxiques. Ses romances commençaient souvent comme des mélodies douces, mais se terminaient en notes étouffantes. La plus sombre d'entre elles a été avec le batteur Charles Doherty, un homme qui a fait souffrir Joanie tant physiquement qu'émotionnellement. Sa colère, sa jalousie et sa paranoïa ont transformé l'amour en un enfer. Après 4 ans de résistance et 3 incidents d'abus, Joanie s'est éloignée. Pas parce qu'elle avait cessé de l'aimer, mais parce qu'elle voulait survivre. Puis, comme une douce transition dans une chanson triste, le destin a amené Larry Clenn, un jeune bassiste de 13 ans son cadet, dans la vie de Joanie. Ils se sont mariés en 1982, ils ont écrit des chansons ensemble, se sont produits ensemble et ont partagé leur passion artistique. Cependant, derrière les lumières de la scène, Joanie était toujours hantée par son passé. Quand elle est tombée enceinte 3 ans plus tard, la joie s'est rapidement transformée en tragédie. Ses habitudes autodestructrices, cigarettes, alcool et imprudence, ont conduit à une fausse couche. L'enfant qu'elle n'a jamais pu tenir a laissé une cicatrice qui ne guérirait jamais. Dans les années qui ont suivi, son mariage avec Larry a commencé à se fissurer. L'amour, autrefois sa muse, est devenu un fardeau. Le jour de Thanksgiving 1992, lors d'un repas froid rempli de reproches, Larry lui a donné un ultimatum. Soit il changeait, soit tout était fini. Joanie, qui avait déjà changé pour beaucoup de gens, a simplement répondu « Je ne vais plus changer ». Et c'était ça. Pas de larmes, pas de fureur, juste du silence. 3 ans plus tard, en 1995, un secret que Joanie avait caché pendant 3 décennies a été soudainement exposé, non pas par elle, mais par un vieil ami. L'histoire de la fille qu'elle avait été forcée de remettre en 1965 a été vendue aux tabloïds. Le monde était choqué. Joanie était dévastée, elle se sentait trahie. Cependant, au milieu du chaos, un rayon de lumière est apparu. Elle pouvait enfin chercher sa fille. L'enfant, maintenant une femme adulte nommée Corinne Gibb, née Kelly Dale Anderson, cherchait également sa mère biologique. C'était l'un des rares moments où la vie a donné à Joanie un miracle. En 1997, elles se sont rencontrées, mère et fille, après plus de 30 ans de séparation. Lorsque la porte s'est ouverte, Joanie s'est effondrée en larmes. Elle a dit « Ma vie est complète maintenant. Je n'ai plus besoin d'écrire une chanson. » Mais la vie n'est pas une chanson avec une fin heureuse. Kellorine portait sa propre douleur, l'instabilité de son enfance, des conflits avec ses parents adoptifs et de mauvais choix en amour et dans la vie. Le destin semblait se répéter, et Joanie, dans sa tentative d'être mère, a de nouveau perdu son chemin. En 2000, les choses sont devenues amères. Une dispute a éclaté. Les mots ont été trop loin. Kellorine a appelé la police, affirmant que sa mère l'avait giflée. Les médias ont à nouveau déchiré la vie de Joanie.
Les deux ont cessé de se parler pendant des années. Encore une fois, Joanie a perdu sa fille. Mais cette fois, toutes deux savaient la profondeur de cette perte. Comme toujours, le temps est devenu le seul remède. Des années plus tard, elles ont lentement retrouvé le chemin l'une vers l'autre, sans larmes publiques, juste des appels courts et des messages silencieux. Joanie a compris que le lien entre mère et enfant, peu importe à quel point il était brisé, était le seul fil qui la maintenait liée au monde. La vie de Joni Mitchell a toujours été un voyage entre lumière et ombre. Un génie musical qui a ému des millions, une femme qui est tombée et s'est relevée à travers l'amour, et une mère qui cherche le pardon pour toujours. En regardant en arrière, sa vie ressemble à ses chansons, belles, douloureuses et si réelles qu'elles vous laissent sans souffle. Il n'y a pas de fin parfaite, juste de l'acceptation et une douce mélodie résonnante à la fin, comme la confession finale d'un cœur qui a survécu à chaque tempête. Music 00. A-N-N-A-N-N-A-N. Music.